Dans le quartier de Njoko, tout le monde connaissait la vie des autres. On savait qui avait faim, qui n'avait pas payé le courant, qui se disputait avec le propriétaire et qui cherchait du travail depuis des mois. C'était un quartier pauvre, mais un quartier vivant, bruyant, plein de vie malgré la misère. Et au milieu de toutes ces petites maisons en tôle fatiguées par le temps, il y en avait une qui attirait toujours les regards. Une maison trop grande pour ce quartier, trop propre, trop silencieuse. C'était la maison de David Coulibaly. Quand ses amis entraient chez lui, il restait toujours choqué. Tout paraissait neuf. La télévision, le canapé, la table en verre, les enceintes qui brillaient encore comme si elles sortaient du magasin. Dans un coin, on voyait des téléphones récents, des baskets chères, des vêtements de marque soigneusement pliés. Même l'air du salon avait une odeur de parfum de luxe qu'on ne sentait jamais dans le quartier. À chaque visite, il y avait quelque chose de nouveau. Un nouvel écran, une nouvelle paire de chaussures, un nouvel objet moderne que personne n'avait encore vu ici. Comme si l'argent poussait chez lui. Mais pourtant, David ne travaillait pas. Et plus le temps passait, plus les questions arrivaient. David, dis la vérité, tu fais quoi dans la vie? Il répondait toujours la même chose, sans jamais changer une virgule. C'est ma sœur aux États-Unis. Elle m'envoie l'argent. Une réponse courte, trop courte, mais dans ce quartier, dès qu'on disait quelqu'un m'aide de l'étranger, tout le monde arrêtait de poser des questions. La vérité pourtant était simple. David était un voleur. Le jour, il se comportait comme un jeune normal. Il riait avec ses amis, marchait dans le quartier, parlait de foot, jouait aux cartes, faisait semblant d'avoir une vie tranquille. Mais la nuit, tout changeait. Quand les lumières s'éteignaient, quand les enfants dormaient, quand les rues devenaient vides et silencieuses, David sortait. Il ne sortait pas pour aller prier. Il ne sortait pas pour aller en boîte de nuit. Il ne sortait pas pour rejoindre une fille. Il sortait avec un sac vide, et il revenait avec un sac plein. Depuis des années, David volait. Il volait dans les maisons riches. Il volait dans les boutiques, quand elles fermaient. Il volait dans les bureaux. Et oui, il volait même dans les églises, quand il savait que la caisse était pleine ou que le bureau du pasteur était mal fermé. Aucun lieu n'était sacré pour lui. L'argent était sa seule religion. Il connaissait parfaitement les rues sombres, les gardiens qui dormaient, les fenêtres qui s'ouvraient facilement. Il volait vite, proprement, sans bruit. Ceux qui l'avaient déjà vu tard dans la nuit disaient toujours la même chose. On dirait une ombre. Il ne fait aucun bruit en marchant. Il disparaît comme si la nuit le protégeait. Dans le quartier, les gens préféraient éviter les questions. On disait souvent « Ne va pas déranger quelqu'un que la nuit accompagne ». Un soir, cette double vie l'amena dans la maison des parents de Kofi, son ami d'enfance parti vivre en Europe. David connaissait cette maison par cœur. Il y avait déjà mangé, déjà dormi, déjà passé des fêtes. Les parents de Kofi l'aimaient beaucoup. Mais cette nuit-là, il n'était pas un invité. Il n'était pas un ami. Il était un voleur. À 2 heures du matin, il entra par une fenêtre qu'il connaissait déjà. La maison dormait profondément. Les parents respiraient calmement dans leur chambre, sans imaginer que quelqu'un fouillait leur placard. C'est là que David trouva une mallette noire, bien cachée tout au fond. Il l'ouvrit, son cœur fit un bond. 2 millions en espèces. Il referma la mallette, vola aussi les téléphones, la télévision, et repartit comme si de rien n'était. Pas un bruit, pas une trace. De retour chez lui, il ouvrit encore la mallette. Les billets étaient bien là. Il y avait exactement 2 millions. David éclata de rire. Jamais il n'avait vu autant d'argent d'un coup. Le lendemain, il revendit la télévision et les téléphones. Avec tout l'argent, il invita ses amis en boîte de nuit. Il paya tout. Les boissons, la table, la danse. Il se comportait comme un roi. Tout le monde disait « David, tu as la chance, tu es béni ». Mais dans un coin de la boîte, une vieille femme le regardait sans sourire. Elle murmura doucement, comme si elle parlait à elle-même. Les voleurs vivent très bien, jusqu'au jour où on les attrape. David ne l'entendit pas. Il riait, dansait, dépensait. Il ne savait pas encore que ce vol-là, celui qui semblait juste un coup de plus, allait être le début de sa destruction. Quelques jours après le vol, alors que David profitait encore de l'argent, son téléphone sonna. C'était son ami Kofi, depuis l'Europe. Sa voix était inquiète. « David, je n'arrive pas à joindre mes parents depuis hier. Va les voir pour moi, s'il te plaît. Je suis vraiment inquiet. » David sentit son cœur battre un peu plus vite, mais il resta calme. Il répondit comme si tout allait bien. « Ne t'inquiète pas, j'y vais maintenant. » Il marcha tranquillement jusqu'à la maison de ce qu'il appelait autrefois sa deuxième famille. La même maison où quelques jours plus tôt, il était entré comme un fantôme pour voler leur argent. Quand il arriva, ils l'accueillirent avec sourire et soulagement. « Ah David, tu tombes bien, entre seulement ?» Il ne se doutait de rien, rien du tout. Assis dans le salon, le père commença à expliquer ce qui s'était passé. « On nous a volé, David. Quelqu'un est entré pendant la nuit et a tout pris. L'argent, les téléphones, même la télévision. » David baissa la tête, jouant le rôle de l'ami concerné.
Comment ça? Vous êtes sûr? La mère répondit d'une voix tremblante. Oui, mon fils, on a tout perdu. On ne comprend pas comment c'est arrivé. Ils prirent son téléphone et appelèrent la police devant lui. Un policier leur dit qu'ils allaient venir constater. Mais dans ce pays-là, tout le monde savait que les enquêtes ne vont jamais très loin. David regardait la scène avec un calme impressionnant. Personne n'aurait imaginé que le voleur était assis là, juste devant eux, parlant comme si de rien n'était. À un moment, le père de Kofi secoua la tête avec colère. « Je ne comprends pas les voleurs. Comment peut-on faire ça? Comment peut-on prendre ce que quelqu'un a souffert pour avoir ?» David resta silencieux. Le père continua, d'une voix dure. « Pour moi, un voleur et un sorcier, c'est pareil. Les deux détruisent des vies, les deux prennent sans pitié. Et crois-moi, David, un voleur finit toujours par payer. Toujours. » Ces mots frappèrent l'air comme un coup de tonnerre. David sentit un frisson courir dans son dos, mais il sourit quand même, pour jouer son rôle jusqu'au bout. « Vous avez raison, papa. Franchement, je déteste les voleurs. Ils méritent tous la prison. » La mère hocha la tête. « Oui, des gens comme ça, Dieu les voit. Ils paieront un jour. » David acquiesça encore, comme un bon ami. Mais au fond, il souriait intérieurement. Il se disait que jamais personne ne le découvrirait. Il pensait être plus malin que tout le monde. Il pensait que ses paroles n'étaient que des paroles. Pour lui, ce n'était rien, juste une conversation. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette phrase-là, « Un voleur finit toujours par payer », allait devenir la prophétie de sa vie. Une phrase qui allait le suivre, le hanter, et s'accomplir d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Un après-midi, David se trouvait dans une autre ville pour revendre quelques objets volés. Il marchait tranquillement quand il aperçut quelque chose qui le stoppa net. Juste devant lui, au bout d'une grande rue silencieuse, il vit une maison comme il n'en avait jamais vue. Une immense villa blanche, avec des murs impeccables, un portail électronique, des caméras aux angles du bâtiment, des gardiens bien habillés et plusieurs voitures de luxe garées devant. C'était le genre de maison qu'on ne voit que dans les films. Rien à voir avec les maisons pauvres de son quartier. Rien à voir avec tout ce qu'il avait vu dans sa vie. Intrigué, David s'assit sur une petite terrasse non loin de là. Il acheta un jus, fixa la villa pendant un long moment, puis demanda à la serveuse. « Excuse-moi, qui vit dans cette maison ?» La serveuse le regarda un moment, puis répondit simplement. « C'est un grand homme d'affaires, l'un des hommes les plus riches du pays. » David ne répondit pas. Mais dans son regard, quelque chose venait de s'allumer. Il savait déjà. Sans même réfléchir, il savait que ce serait son prochain coup. Pendant plusieurs jours, il revint au même endroit. Il observa la villa sous la pluie, sous le soleil, le matin, le soir. Il étudiait le mouvement des gardiens, l'heure où les voitures entraient et sortaient, les moments où le portail restait ouvert plus longtemps. Il notait tout, chaque détail, chaque faiblesse. Puis un soir, il sentit que c'était le bon moment. Il marcha derrière la villa, sauta le mur d'un geste rapide, atterrit sans bruit et traversa le jardin en se cachant dans les ombres. Les gardiens étaient occupés devant la maison, parlant entre eux, ignorant complètement l'arrière. David passa par une petite porte discrète et entra. L'intérieur le laissa sans voix. Le sol brillait comme du marbre neuf. Les murs étaient décorés avec des tableaux qui semblaient coûter une fortune. Un aquarium gigantesque occupait presque tout un mur, rempli de poissons rares. Des lustres en cristal descendèrent du plafond comme des cascades de lumière. David avançait lentement, bouche ouverte, comme un enfant qui découvre un monde nouveau. Mais ce qui attira son regard, ce n'était pas le luxe. Ce n'étaient pas les tableaux. Ce n'étaient pas les poissons rares. C'était une mallette, posée simplement à côté du lit dans une chambre immense. Une mallette sombre, élégante, bien placée, bien visible, presque comme si elle l'attendait. Il s'approcha. Ses mains tremblaient légèrement. Il ouvrit la mallette, et son cœur s'arrêta. Des piles de billets, des liasses parfaitement rangées, de l'argent comme il n'en avait jamais vu. Il referma la mallette doucement, la prit sous son bras et ressortit en faisant le même parcours, silencieux, invisible, comme une ombre. Personne ne le vit. Personne ne l'entendit. Arrivé chez lui, il verrouilla la porte, s'assit au milieu du salon et ouvrit la mallette encore une fois. Il compta. Une fois, puis deux fois. 30 millions. 30 millions exactement. Jamais de toute sa vie, il n'avait vu ou touché autant d'argent. Il se leva, il dansa, il riait tout seul. Il parlait à voix haute, remerciait sa chance, se disait que sa vie venait enfin de changer, que c'était le plus grand coup de sa carrière. Mais ce que David ignorait, c'est que cette mallette n'était pas comme les autres. Il ne savait pas que, ce soir-là, en la volant, il venait de voler quelque chose qui allait détruire toute sa vie. Le lendemain du vol, David se réveilla tard, encore fatigué de sa propre fête. La mallette était là, posée sur la table, comme une preuve que tout ce qu'il avait vécu n'était pas un rêve. Il sourit en la voyant. Il pensait déjà à ce qu'il allait acheter aujourd'hui.
Mais avant même de quitter son lit, son téléphone vibra. Un message venait d'arriver. David ouvrit son écran, puis resta immobile. « Vous devez dépenser les 30 millions aujourd'hui. Sinon, un de vos proches mourra. » Il fronça les sourcils. Puis il éclata de rire. « C'est quoi cette blague? Qui fait ça ?» Pour lui, c'était sûrement un faux numéro, quelqu'un qui voulait jouer avec son esprit. Un petit plaisantin du quartier. Il se leva, prit une douche, s'habilla tranquillement. Il sortit pour acheter un repas, quelques boissons et quelques objets inutiles, juste pour le plaisir. Au total, il dépensa environ 200 000, pas plus. Puis il rentra chez lui pour se reposer. À peine avait-il posé le sac sur la table que son téléphone vibra encore. Cette fois, le message était encore plus inquiétant. « Il est 18 heures. Il vous reste 29,8 millions. Si à 23 heures l'argent n'est pas fini, quelqu'un mourra. » David resta silencieux quelques secondes. Puis il secoua la tête. « Non, quelqu'un s'amuse. Je ne vais pas tomber dans ce piège. » Il éteignit son téléphone, s'allongea sur son lit et s'endormit comme si de rien n'était. Le lendemain matin, il se réveilla tranquillement, sans stress. Il prit son petit déjeuner, se changea, puis alluma enfin son téléphone. Quelques secondes après, un appel entrant. Un ami proche. David décrocha. « Allô? Qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de son ami tremblait. « David, j'ai une mauvaise nouvelle. Ta petite amie, elle est morte cette nuit. » David sentit son sang se glacer. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vue il y a 2 jours, elle allait très bien. » L'ami répondit d'une voix brisée. « On ne comprend pas non plus, elle s'est effondrée chez elle. Personne n'a rien pu faire. » David laissa tomber son téléphone. Il se laissa glisser au sol, incapable de respirer pendant quelques secondes. Son cœur battait si vite qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Il repensa aux messages, aux avertissements, aux phrases qu'il avait ignorées. Et là, son téléphone vibra encore. Il le prit avec des mains tremblantes. « Une victime déjà. Si aujourd'hui vous ne finissez pas les 30 millions, une autre personne mourra. » David sentit la panique monter en lui. Cette fois, il ne riait plus. Cette fois, il ne croyait plus à une farce. Il avait perdu quelqu'un qu'il aimait. Il comprit une chose terrible, une chose qu'il ne voulait pas accepter. Ce n'était pas un jeu, ce n'était pas une blague, c'était réel. Il se leva d'un bond, attrapa la mallette avec violence et sortit de chez lui. Il n'avait aucune idée de comment il allait faire pour dépenser tout cet argent en une journée. Mais il savait une seule chose, s'il ne le faisait pas, quelqu'un d'autre allait mourir. Son cœur battait vite. Il ne pensait qu'à une seule chose, dépenser cet argent avant qu'une autre personne ne meure. Il ne réfléchissait plus. Il marcha rapidement vers le premier quartier riche qu'il connaissait et entra dans une agence immobilière. Sans négocier, sans poser de questions, il loua une maison luxueuse, déjà meublée, avec piscine et jardin. Il paya plusieurs mois d'avance, juste pour se débarrasser d'une partie des millions. Puis il continua sa course. Il poussa la porte d'une boutique de vêtements et acheta à la chaîne chemises, pantalons, montres chères, parfums importés. Tout ce qu'il voyait, il le prenait, même des habits qui n'étaient pas à sa taille. Il n'en avait rien à faire, il devait juste dépenser. Ensuite, il entra dans un magasin d'électronique et remplit des sacs avec des télévisions, des ordinateurs, des téléphones, des tablettes. Il prenait les derniers modèles, les plus chers, sans même regarder le prix. À chaque achat, son cœur se serrait, non pas parce qu'il dépensait, mais parce que l'heure avançait. L'après-midi, il se rendit dans un centre de location de voitures de luxe. Il loua une limousine, une voiture blindée, une Porsche et encore une autre voiture, juste pour faire descendre le montant plus vite. Il n'avait jamais conduit des voitures comme ça. Mais ce jour-là n'était pas un jour normal. C'était une course contre la mort. Le soir, il entra dans un restaurant cher et s'assit à une table sans même regarder le menu. Il commanda plusieurs plats, invita des clients qu'il ne connaissait pas, paya tout. Les gens riaient, le félicitaient, disaient qu'il était généreux. Mais lui, il n'entendait rien. Il vivait dans la peur. Il voyait l'heure tourner. Chaque seconde lui rappelait la menace. Juste avant minuit, il vit que la mallette était vide. Complètement vide. Il inspira profondément. À minuit pile, son téléphone vibra. « Félicitations, rendez-vous demain. » Il resta debout un long moment, immobile. Il venait d'éviter une mort. Mais pour combien de temps? Le lendemain matin, il se réveilla avec la gorge sèche et la tête lourde. Il descendit dans le salon sans savoir pourquoi il avait peur. Et là, la mallette était encore plus propre que la veille. Posée exactement au même endroit. Il l'ouvrit. 30 millions. Encore, exactement 30 millions. David sentit un vertige. Il comprit que ce n'était pas un hasard, ni une blague. C'était un piège puissant, un piège conçu pour l'enfermer jour après jour. Et les jours suivants furent identiques. Chaque matin 30 millions, chaque soir 0. Il achetait tout ce qu'il trouvait, des meubles, des habits, des objets rares,
des décorations inutiles. Il dépensait parfois sans même regarder ce qu'il prenait. Il paya même les études d'un ami, qui pleura de joie en croyant que David voulait changer sa vie. David sourit à son ami, mais au fond, il souffrait. Il vivait dans la peur, dans l'angoisse, dans le secret. Un soir pourtant, après plusieurs jours de dépenses folles, il se retrouva coincé. Il restait 1 million, et il ne savait plus quoi acheter. Il avait acheté tout ce qui existe. Il était fatigué. Il ne réfléchissait plus. Alors il appela un ami proche et lui donna l'argent. « J'ai pensé à toi, alors tiens, prends ça, utilise-le bien. » Il pensait que ce geste allait éviter la mort d'un innocent. Il rentra, s'allongea et s'endormit comme un homme brisé. Le lendemain matin, un appel le réveilla. Une voix tremblante, presque étouffée. « David, ton ami, il est mort cette nuit. » David resta silencieux. Ses mains devinrent froides. Son cœur s'arrêta. Il sentit sa respiration disparaître. Puis son téléphone vibra. Un message. « Vous ne pouvez pas donner l'argent. Vous pouvez acheter quelque chose pour quelqu'un, mais pas donner. Sinon, il meurt. » David posa le téléphone au sol. Il comprit enfin que la mallette ne voulait pas qu'il soit généreux. Elle voulait qu'il dépense, qu'il obéisse, qu'il continue, et qu'il paie le prix jour après jour. Un soir, alors que David pensait avoir compris les règles du jeu, son téléphone vibra à nouveau. Il s'attendait à lire le même message que d'habitude. Mais ce soir-là, c'était différent. Le texte était plus froid, plus direct, plus dangereux. Demain, vous donnerez 1 million à 30 personnes. Si vous échouez, vous le regretterez. David sentit son cœur se serrer. Jusque-là, la règle était simple, dépenser mais ne jamais donner. Cette fois, la mallette lui ordonnait de faire exactement l'inverse. Il marcha dans sa maison en tournant en rond. Il ne comprenait plus rien. Pourquoi d'un coup fallait-il donner? Pourquoi 30 personnes? Pourquoi 1 million chacun? Mais il savait une chose, s'il désobéissait, quelqu'un mourirait. Alors il obéit. Le lendemain matin, il se leva tôt et prit la mallette encore pleine des 30 millions habituels. Avec un visage fatigué mais déterminé, il partit chercher des gens. Il commença par ses amis proches. À chacun, il donna 1 million. Ils étaient choqués, heureux, certains même pleuraient. Ils pensaient que David voulait changer leur vie, qu'il était devenu un homme de cœur, un homme extrêmement généreux. Mais lui, il ne disait rien. Il souriait pour faire semblant, mais son esprit était ailleurs. Il savait qu'il ne faisait pas ça par amour, mais par obligation. Quand il eut fini avec ses amis, il passa chez ses oncles et ses tantes. Eux aussi reçurent 1 million chacun. Ils l'embrassaient, le remerciaient, priaient pour lui, pensant que Dieu l'avait béni. David, lui, avait l'impression de trahir tout le monde. Il lui restait encore quelques millions à distribuer. Alors il se rendit en boîte de nuit. Il monta sur scène, leva les mains et commença à distribuer l'argent. Les gens criaient, dansaient, se battaient presque pour attraper les billets. La boîte entière s'enflammait de joie. Quand tout fut fini, David rentra chez lui, épuisé, mais soulagé. Il avait obéi. Il avait donné à 30 personnes. Il pensait avoir réussi l'épreuve. Pendant 2 semaines, tout sembla normal. Il continuait sa course quotidienne, dépensant les 30 millions du lendemain pour éviter une autre mort. La vie continuait, même si son cœur était de plus en plus lourd. Puis un matin, le téléphone sonna. « David, un tel était mort cette nuit. On ne comprend pas ce qui s'est passé. » David sentit un frisson. Il répondit rapidement, essayant de rester calme. Mais dans l'après-midi, un autre appel arriva. Elle aussi, elle est morte. Elle allait bien hier pourtant. Le lendemain, un 3e appel. Puis un 4e. Puis un 5e. Chaque jour, quelqu'un d'autre mourait. Les noms s'enchaînaient, comme si la mort suivait une liste précise. David reconnut les prénoms. C'étaient les personnes à qui il avait donné les millions. Une par une, elles mouraient, comme si quelqu'un les avait marquées. Au 15e décès, David tomba à genoux. Il n'arrivait plus à respirer. Il pleurait tellement que sa vision devenait floue. Il comprit alors une vérité horrible. Une vérité qu'il n'avait pas voulu accepter. Ce n'était pas un test. Ce n'était pas un jeu. C'était un sacrifice. Un sacrifice parfaitement organisé. Les 30 personnes n'avaient jamais été choisies au hasard. C'était voulu, planifié, programmé. David comprit qu'il n'était pas un simple joueur. Il était devenu l'outil d'un système qu'il ne contrôlait pas. Un système qui prenait des vies sans pitié. Et ce jour-là, en pleurant dans sa maison vide, David sentit quelque chose se briser en lui. Il avait voulu devenir riche sans travailler. Il avait pensé être plus malin que tout le monde. Mais maintenant, il savait que la mallette voulait plus que son argent. Elle voulait ses proches. Elle voulait son âme. Elle voulait sa destruction. Après la mort des 30 personnes, David ne dormait plus. Il ne mangeait plus. Il marchait dans sa maison comme un fou, les cheveux en bataille, les yeux perdus. Il n'en pouvait plus de cette mallette. Elle lui avait tout pris, son repos, sa paix, sa dignité, et maintenant des vies humaines.
Alors, une nuit, il prit une décision. Il descendit au bord de la mer, la mallette dans les mains. Le vent était fort, les vagues frappaient les rochers. David leva la mallette au-dessus de sa tête et en criant, la jeta de toutes ses forces dans l'eau profonde. Il resta là quelques minutes, haletant, persuadé d'être enfin libre. Mais en rentrant chez lui, ses jambes se figèrent. La mallette était là, posée exactement au milieu du salon, comme si elle n'avait jamais bougé. David hurla. Le lendemain, il tenta autre chose. Il monta dans un taxi et posa la mallette sur le siège, puis descendit en vitesse en laissant la porte ouverte. Le taxi partit. Il se dit que cette fois, c'était fini. Mais à peine avait-il pris 3 pas dans sa rue, que son cœur s'arrêta. La mallette était encore là, devant sa porte, propre, parfaitement fermée. David tremblait. Il tenta une dernière fois. Il se rendit au marché, le plus grand de la ville, l'endroit le plus bruyant, le plus peuplé. Il posa la mallette près d'un étal, entre 2 vendeuses, et partit sans se retourner. Quand il arriva chez lui, il sentit son âme quitter son corps. La mallette l'attendait dans sa cuisine, comme si elle connaissait le chemin de la maison mieux que lui-même. David tomba à genoux. Il comprit que courir ne servait à rien. Cette chose-là ne voulait pas qu'il s'en débarrasse. Elle voulait qu'il assume. Elle voulait qu'il continue. Alors, avec les mains tremblantes, il prit la seule décision qui lui restait. Cette nuit-là, il monta dans un taxi et retourna à la villa du riche. Il ne voulait pas garder la mallette. Il ne voulait plus vivre avec ça. Il voulait la rendre. Peu importe les conséquences. C'était sa dernière chance, sa dernière idée, son dernier espoir. David était dans le taxi, les yeux rouges, les mains tremblantes, la mallette posée sur ses genoux comme un poison dont il voulait se débarrasser. Il ne parlait pas. Il regardait par la fenêtre, complètement perdu. Il avait un seul objectif, rendre cette mallette sans que personne ne sache qu'elle venait de chez lui. Mais lorsqu'il arriva près de la villa du riche, son cœur se serra. Le lieu n'était plus du tout comme avant. La maison était maintenant entourée de gardes. Plusieurs hommes armés marchaient devant le portail. Des voitures noires entraient et sortaient. Il y avait même une caméra mobile qui tournait lentement de gauche à droite. David avala difficilement sa salive. « Oh, comment je vais faire pour rentrer là-dedans ?» Il demanda au taxi de s'arrêter plus loin. Il descendit discrètement, traversa la rue avec la mallette serrée contre lui et chercha un endroit où il pourrait observer sans être vu. Mais rien. Aucun passage libre, aucun trou dans le mur, aucun moment de distraction. La villa était devenue une forteresse. Il resta caché derrière une voiture abandonnée, transpirant, cherchant un plan. Mais le temps passait, et chaque minute rendait la situation encore plus lourde. À un moment, David sentit quelque chose monter en lui. De la peur, oui, mais aussi de la fatigue. Il en avait assez. Assez de courir, assez de se cacher, assez de vivre comme un prisonnier. Alors il marcha, lentement, jusqu'au portail. Les gardes se tournèrent vers lui immédiatement. « Vous voulez quoi ?» lança l'un d'eux. David leva la mallette, les mains tremblantes. « Je voudrais voir votre patron. C'est important, très important. » Les gardes échangèrent un regard. Puis, sans un mot, ils ouvrirent le portail. La villa était encore plus impressionnante de l'intérieur. Sol en marbre, escaliers immenses, vitres partout. Mais il n'avait pas le temps d'admirer. Un homme en costume noir l'attendait. La posture droite, le regard froid. C'était lui, le milliardaire. David s'avança lentement, posa la mallette au sol et souffla. « Monsieur, je viens vous rendre ça. Je ne veux plus. Elle revient toujours chez moi. Je n'en peux plus. Faites ce que vous voulez, mais je vous la rends. » Il tremblait tellement que sa voix se cassait entre chaque mot. Le milliardaire s'approcha, posa un doigt sur la mallette, puis leva les yeux vers David. Il sourit doucement. Un sourire faux. Un sourire qui ne contenait aucune émotion. Juste du contrôle. « Tu sais, tu es peut-être la 200e personne à venir me la rendre. » David ouvrit grand les yeux. Le milliardaire continua, avec une voix calme, presque gentille. « Merci pour les sacrifices. Tu nous as été très utile. » David recula d'un pas. Il ne comprenait rien. « Sacrifices? Utile? 200e personne ?» Il attendait un reproche, une menace, un cri, quelque chose. Mais non. Le milliardaire fit simplement un petit geste de la main. 2 gardes approchèrent. « Raccompagnez-le dehors, dit-il d'un ton neutre. Et c'est tout. Pas d'insulte, pas de colère, pas de punition. Juste un sourire froid. Un sourire qui lui resta dans la tête comme un cauchemar. Les gardes déposèrent David devant le portail, comme si rien ne s'était passé. Une fois dehors, le portail se referma derrière lui. Aucun mot, aucun bruit. En sortant de la villa du milliardaire, David marcha longtemps dans la rue. Il ne savait plus où aller. Il ne savait plus quoi penser. La seule chose qu'il sentait encore, c'était la peur. Quand il rentra enfin chez lui, son téléphone vibra. Un dernier message venait d'arriver. Il le lut doucement, en tremblant.
Votre contrat est terminé. Tout ce que vous avez eu grâce à la mallette sera repris. » David éclata de rire. Un rire nerveux. Un rire de quelqu'un qui refuse la réalité. « Ils veulent reprendre quoi ?» murmura-t-il. « J'ai investi, j'ai acheté des maisons, j'ai mis de l'argent quelque part. Ils ne peuvent rien me faire. » Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit supérieur. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir eu le dernier mot. Il se coucha ce soir-là avec le sourire, convaincu que rien ne pourrait lui arriver. Mais le lendemain matin, quand il ouvrit les yeux, quelque chose n'était pas normal. La pièce semblait plus large, plus vide. Il se leva d'un bond, alluma la lumière, et son cœur s'arrêta. La maison était vide, complètement vide. Plus de canapé, plus de télévision, plus de meubles, plus de vêtements. Même les rideaux avaient disparu. Tout était parti. Comme si des voleurs étaient entrés pendant la nuit et avaient pris chaque objet, un par un. David tomba à genoux. Irony terrible. Le voleur avait été volé. Il cria, il frappa le sol, il se tira les cheveux. Mais personne ne l'entendait. Personne ne venait. Personne ne se souciait de lui. Dans les jours suivants, tout s'écroula comme un château de cartes mouillées. Les gens qui profitèrent de lui disparurent. Les amis qui passaient leurs nuits à boire son champagne ne répondaient plus à ses appels. Les filles qui riaient autour de lui ne le reconnaissaient même plus. David tenta d'expliquer, de demander de l'aide, de supplier. Mais partout, on lui disait la même chose. « Désolé frère, je n'ai pas de place. Je suis occupé. »« Je te rappelle ?» Personne ne rappelait. Il perdit tout en quelques jours. Tout ce qu'il croyait solide. Tout ce qu'il croyait avoir construit. Puis un matin, il n'eut plus de maison du tout. La location avait expiré. Il ne pouvait pas payer. On l'a mis dehors sans même lui laisser prendre une chemise. C'est ainsi que David Coulibaly, l'homme qui dépensait 30 millions par jour, se retrouva assis sur le bord d'un trottoir, sale, maigre, les yeux fatigués, la barbe négligée. Les mêmes personnes qu'il admirait avant passaient devant lui. Certaines détournaient la tête, d'autres le regardaient avec pitié. D'autres encore murmuraient « Ce n'est pas David, le millionnaire. Regardez comment il a fini. » Chaque fois qu'il entendait son nom, son cœur se serrait. Il voulait disparaître, être oublié, effacer ce qu'il avait été. Mais dans la rue, personne n'oublie. Les visages le reconnaissaient. Les souvenirs le poursuivaient. David passait ses journées à mendier quelques pièces, assis sous un soleil brûlant, le regard perdu. Il repensait à sa vie d'avant, à la maison de luxe, aux voitures, aux fêtes, aux billets qu'il jetait par terre comme si c'était du papier. Et chaque soir, seul dans un coin sombre, il murmurait la même phrase. « Si j'avais su, si j'avais su !» Mais il le savait au fond de lui. Il était trop tard. La mallette lui avait tout donné. Puis elle avait tout repris. Et il ne lui restait plus rien. Rien, sauf le regret. David Coulibaly voulait juste vivre comme les riches, mais sans travailler. Il pensait être plus malin que tout le monde. Il pensait que personne ne verrait ses vols. Il pensait que la mallette était une bénédiction. Mais cette mallette lui a tout pris. Elle lui a pris sa petite amie. Elle lui a pris ses amis. Elle lui a pris 30 personnes innocentes. Elle lui a pris son sommeil, son calme et toute sa dignité. Et quand elle a terminé avec lui, elle a repris chaque chose qu'elle lui avait donnée. Le lendemain, sa maison était vide. Plus de meubles, plus d'appareils, plus d'habits, rien. Ironie du destin. Le voleur avait été volé. En quelques jours, il a tout perdu. Ses amis ont disparu. Personne ne l'a aidé. Et lui, l'ancien millionnaire, a fini assis dans la rue, sale, fatigué, ignoré de tous. Les mêmes personnes qu'il admirait avant passaient devant lui sans un regard. David n'avait plus qu'une pensée. L'argent facile détruit toujours. Et il était trop tard pour revenir en arrière.